Écoutez, nouvelle directive. Il y a une dame qui arrive en carrosse. Elle est en train de faire demi-tour. Votre mission, c'est d'aller jusqu'à elle. Et de l'aider à sortir. Oui, le carrosse est sur ressort. Il faudrait éviter qu'elle se casse la figure. Ensuite, vous fermerez la porte. Le temps d'un soir, Saint-Pétersbourg retrouve ses allures de cité impériale. Bonsoir. Des valets, des carrosses, des invités qui se pressent aux portes d'un palais. Un peu comme au temps des tsars, où les grandes soirées mondaines rythmaient la vie de l'aristocratie russe. Robes longues, diamants et diadèmes pour les dames, smoking pour les messieurs. La soirée est réservée à une poignée d'élus. Un grand bal, semblable à ceux d'avant la révolution communiste. Quand on va danser notre solo, surtout ne t'inquiète pas. Suis mon regard tranquillement et je te guiderai, ok? Ok. L'organisateur de cette soirée est Piotr Aksionov, 44 ans. Ce joaillier, grand nostalgique de l'Empire, en est à son 9e bal. Je te le dis franchement, ça va être le plus beau bal que j'ai jamais organisé, je le sais. C'est pas celui de l'an dernier, c'est bien celui-là. On est prêt. Bon courage, Piotr Yurevitch. Allez, allez, sors d'ici. Que Dieu nous garde. Piotr a choisi de lancer son bal avec une polonaise rangée, danse prisée par la noblesse russe au XVIIIe siècle. Un voyage dans le temps pour ses invités. Qu'ils soient membres de la nouvelle élite russe ou descendants d'aristocrates, tous revivent une tradition qui avait complètement disparu pendant 70 ans de communisme et qui fait son grand retour dans la Russie de Vladimir Poutine. Moscou, à 7 jours du bal. C'est dans la capitale, à l'abri des regards, que se déroulent les derniers préparatifs. Dans cet hôtel particulier du XVIIIe siècle, Olga Panchenko, fille de millionnaire et elle-même femme d'affaires, a rendez-vous avec Piotr. Coucou. Salut! Salut mon cher Piotr. Bonjour, bonjour. Je ne sais plus si on s'embrasse ou pas, On n'y comprend plus rien. avec tous ces interdits. Piotr a créé il y a 13 ans sa maison de joaillerie. Alors voilà, ton collier est prêt. Il a fallu 1 mois pour réaliser cette parure. Oh, quelle beauté, dis donc. Tu pourrais m'aider, s'il te plaît? Des pièces faites d'agate, de perles et de topazes. Viens voir ici dans ce miroir, ça sera beaucoup mieux. C'est somptueux, tu sais. Je suis contente qu'on ait choisi des pierres noires. Olga les mettra spécialement pour le bal. Il est de bon ton de participer au bal de Piotr. Et cela me paraît évident lorsqu'on répond à son invitation de lui commander des parures uniques et élégantes. Ces bijoux lui ont coûté près de 5 000 €. Une sorte de droit d'entrée pour l'événement mondain le plus couru du pays. Chaque invité devra porter une des créations de Piotr, comme ses boucles d'oreilles traditionnelles en émail peint, cette bague en forme de matrioshka ornée de diamants, ou cette tiare et cette broche style empire. Piotr est le premier joaillier russe à avoir saisi leur potentiel sur le marché. À l'origine de ce business, sa passion démesurée pour la période pré-révolutionnaire. Piotr a grandi sous l'ère communiste, à une époque où il était interdit d'idolâtrer les tsars et d'afficher des signes extérieurs de richesse. Nettoie-moi bien ce verre quand même, il est tout sale. Récemment, il s'est installé à Saint-Pétersbourg, ancienne capitale impériale. Chez lui, il s'est entouré des portraits de son idole, Nicolas II, le dernier empereur de la dynastie des Romanov. Merci.
Ici, il imagine ses nouveaux bijoux, inspirés de ceux portés par la noblesse à l'époque. J'aimerais avoir un pouvoir beau et incarné, comme en Angleterre. Là-bas, la reine n'a pas de pouvoir réel, mais c'est elle qui préserve les traditions du peuple anglais. Tout comme chez nous, pour le peuple russe, jusqu'en 1917. Le tsar était un symbole de notre pays. À défaut d'avoir connu le temps de l'Empire, il s'amuse à en copier les us et coutumes. Ce soir-là, pour son anniversaire, il tient salon. Ils ont mangé tout le caviar? Parmi les invités, des dirigeants de musées, des responsables de grands hôtels et des amis en soutane. Une façon de rappeler que tsarisme et religion orthodoxe ont toujours été liés. Merci vraiment, c'est adorable. Sérafima, 20 ans, est l'égérie de sa maison de joaillerie. Le soir du bal, elle va porter un kokochnik, Il faudrait que je puisse le passer sous tes cheveux. une coiffe traditionnelle, emblématique de la culture russe, que Piotr a fait fabriquer pour elle. Il a également choisi sa robe et ses bijoux, en bon souverain qui contrôle l'image de son empire. Elle fait partie de ma garde rapprochée. Tout comme les empereurs avaient une cour, des dames d'honneur, des adjudants, un entourage qui donnait le ton à tous les autres et indiquait la façon dont il fallait se comporter. Eh bien là, c'est pareil. Pour moi, Sérafima est l'incarnation de la beauté que je crée dans mes bijoux. Et toutes les autres femmes doivent s'inspirer d'elle. Une beauté à l'ancienne qu'il remet au goût du jour, ce qui lui a valu d'être remarqué par des grands producteurs de cinéma et de séries à l'étranger. Il y a 5 ans, il crée les bijoux pour la série Guerre et Paix, produite par la BBC. Un énorme succès. Depuis, toutes les Russes se rêvent en Natacha Rostova, l'héroïne du roman de Léon Tolstoï. Mais aller au bal n'est aujourd'hui encore réservé qu'à une poignée de privilégiés. Yulia Akimova, 35 ans, tient une galerie d'art très courue à Moscou. Elle ne rate aucune soirée mondaine. Bonjour. Elle aussi a été invitée par Piotr. C'est très beau. Et vu que c'est un cadeau de mon mari, il a fait inscrire cette petite phrase. À ma Yulia bien-aimée. Pour moi, les détails sont très importants. Et je serai de meilleure humeur en portant ce costume plutôt qu'un autre. Un smoking à quelques milliers d'euros et blanc, la couleur que les femmes devront porter à la soirée. Yulia passera aussi quelques robes longues dans les salons privés de cette boutique de luxe. C'est somptueux. Ça me donnerait presque envie de refaire une cérémonie de mariage. Des essayages qui se déroulent sous l'œil discret de son mari Artyom, Si cette robe ne lui allait pas, je vous l'aurais dit. un homme d'affaires qui a fait fortune dans l'immobilier. J'aime bien. Enfant, Artyom et Yulia ont connu les dernières années de l'URSS et la chute du bloc communiste en 1991. Sous l'ère Poutine, ils ont vu la Russie redevenir forte sur la scène internationale. Ils ont retrouvé cette fierté d'être russes. Et avec elle, un goût prononcé pour une culture et une éducation traditionnelle. Leurs jumelles de 7 ans, Anastasia et Alissa, font du piano, de la danse classique. Elles vont régulièrement au théâtre et au ballet. Viens, on inverse. Moi d'abord et toi après. Venez m'aider, les filles. Allez, on va sortir les pâtisseries. Yulia leur apprend l'art de la table. Tu dois mettre les couverts à droite, le verre bien à côté de l'assiette. Tu fais tout comme moi et tout ira très bien.
Des bonnes manières pour briller en société. Les jumelles, elles aussi iront au bal de Piotr. Vous êtes prêtes, les filles? Presque. Ben, vu qu'on fait du ballet, on va sûrement danser. Et faire la révérence? C'est une super idée. Moi, je suis né en 1982. À l'époque, On n'allait pas au bal. Hein. c'était une société différente. C'était la période soviétique. Nous avons reçu une éducation soviétique classique, plus axée notamment à l'école sur l'idéologie et le sport. Et naturellement, nous n'avions pas accès à la culture de l'aristocratie. Parce que tout ce qui est relatif à la période impériale, c'était très mal vu. Aujourd'hui, c'est justement vers ce passé, ces traditions, que nous avons envie de nous tourner pour nous en inspirer. Tu as raison. Ne bouge pas trop, Alissa. Pour la soirée du bal, même les filles vont porter des bijoux signés Piotr Aksionov. Dans cette famille de la nouvelle élite, on prend les préparatifs très au sérieux. À l'inverse, pour les nobles de naissance, c'est une formalité. Donc ça, c'est le smoking que je vais porter au bal, vendredi. Donc un smoking noir que j'ai depuis l'âge de 18 ans. Ksenia? Pour David et son épouse Ksenia, l'essentiel n'est pas dans le costume. Bah, je vais mettre ça, je pense. Et normalement, il faut être en blanc. Mais c'est rose pâle. Tous deux ont grandi en France, mais leurs ancêtres sont issus de l'aristocratie russe. La famille de David était proche du pouvoir impérial pendant plus de 200 ans. Voilà, c'est la famille Palen. On a eu beaucoup de généraux dans la famille. Ça, c'est aussi un Palen qui a été ministre de la Justice sous Nicolas II. Lui était un musicien qui était très connu au XIXe siècle. C'est lui qui a composé l'hymne impérial, la mélodie de l'hymne impérial russe. Et lui, c'est mon arrière-grand-père qui a combattu dans l'armée blanche. Et c'est lui qui, avec ses enfants, a quitté la Russie. Et il s'est retrouvé en France. Nicolas Lvov a fui la Russie en 1921, après la victoire des bolcheviks pendant la guerre civile. Même loin de ses racines, la famille de David a tout fait pour préserver les traditions de l'Empire. David a baigné dans la culture russe. Il parle russe. Et il y a 15 ans, il a même décidé de s'installer dans le pays de ses aïeux. Près de Saint-Pétersbourg, il a racheté cette usine, une manufacture de montres dont il compte bien faire la promotion au bal de Piotr. De cet ancien fleuron de l'industrie soviétique, qui produisait à l'époque 3 millions de montres par an, David a préservé les vieilles machines, le savoir-faire de ses ouvriers. Mais aujourd'hui, fini la production de masse. Seules 5000 montres sont fabriquées par an, mécaniques, assemblées à la main. La plus luxueuse coûte 19 000 €. Elle est ornée d'un aigle à 2 têtes, symbole de l'Empire russe. C'est des montres en or, c'est de l'or russe, avec un anneau en pierre, une pierre russe, un mouvement avec une finition incroyable, en or, gravé à la main, et qui sont basés plus justement sur la Russie impériale. Pour le bal de Piotr, j'en porterai une. Et bien évidemment, un bal sert à ça. C'est de rencontrer des gens nouveaux, qui sont des clients potentiels, évidemment. Une soirée à l'enjeu commercial primordial pour David. Mais surtout pour Piotr. À 2 jours du bal, à Saint-Pétersbourg, le joaillier s'active. Où sont les fermoirs pour les boucles d'oreilles? L'événement est pour lui l'occasion de présenter sa nouvelle collection. Laisse-les sur le grand socle, et celui-là, on n'en a plus besoin. Après chaque bal, ses ventes grimpent en moyenne de 15%. Consécration pour Piotr. Cette année, il l'organise dans le musée Fabergé. Ses bijoux y côtoient les créations du joaillier personnel de la famille impériale, comme ses œufs de Pâques, à plusieurs millions d'euros créés pour les tsars. Faits d'or, d'émail, sertis de diamants et de rubis, s'y cachait une surprise personnalisée, comme ce carrosse offert à Nicolas II pour son couronnement.
Depuis plusieurs mois, dans le salon de danse du musée, Piotr répète avec une dizaine de ses invités et des danseurs professionnels. Mettez-vous en ligne. Roman, viens ici. Le joaillier a déboursé 4 000 € pour louer cette salle. Il s'en sort à moindre frais. Les alcools seront fournis par des sponsors. Les tenues, prêtées par les boutiques partenaires pour les membres de son équipe. J'arriverai pas à respirer de la soirée. Allez, viens, essaye ça. C'est ça la belle vie. Oui, celle dont on a toujours rêvé. À 2 jours du grand soir, tout semble prêt. Mais l'épidémie de coronavirus pourrait encore tout perturber. Les soirées de plus de 50 personnes sont interdites en Russie. Piotr a obtenu une dérogation de l'Agence fédérale de santé en mettant en place un protocole strict. À tous ceux qui vont danser et aux invités, il faut que tu envoies ce message. Sinon, on va se faire laminer par les autorités sanitaires. Ok, je vais transférer ça tout de suite. Et insiste bien sur le fait qu'ils le lisent. Qu'est-ce qu'il dit, ce message? Si vous ne vous sentez pas bien, s'il vous plaît, abstenez-vous de venir à notre soirée. On attend 150 personnes, 2 fois moins que l'an dernier. C'est le nombre autorisé par les autorités. Mais ils seront sûrement moins nombreux. Ce bal, dans cette salle d'apparat historique, est le point d'orgue de la carrière de Piotr. Sur son compte Instagram, Yulia Où est-ce qu'on va, les filles? met en scène les coulisses de son voyage vers la cité impériale. À Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, super, à l'aventure. Comme la plupart des invités, la famille s'est installée dans cet hôtel, l'un des plus luxueux de la ville. Je crois que ça fera un look très hollywoodien, parce qu'on va mettre en valeur les lèvres. À 2 heures de la soirée, Yulia a fait venir une maquilleuse professionnelle. C'est très joli, maman. Tu devrais mettre un peu plus de blond. Pour elle et pour ses filles. Anastasia et Alissa ont aussi une tenue sur mesure, avec une capeline en soie blanche. Une vraie princesse, ma chérie. Artyom a laissé carte blanche à son épouse pour habiller sans compter toute la famille. Une organisation patriarcale courante en Russie et totalement assumée. Il y a plusieurs aspects dans la vie qui concernent plus les femmes que les hommes. La préparation à un bal en fait partie. Et il en a toujours été ainsi. Le rôle de la femme est de briller en société et d'incarner la beauté. L'homme, à mes yeux, est porteur d'autres valeurs. C'est la 5e fois que la famille Akimov se rend à un bal organisé par Piotr. À l'entrée, prise de température obligatoire. Alors Yulia, ça va? Pas de fièvre? Non, c'est bon. À 20h pile, s'ouvrent les portes du salon de danse, avec ses gigantesques colonnes de marbre blanc. C'est ici que le tsar Nicolas II avait tenu son premier bal en tant que souverain. Au milieu de la salle, des ballerines font patienter les invités en mimant un parterre de fleurs, avant de s'effacer et laisser place au maître de la soirée. Au bras de Sérafima, s'amuse. Il danse la valse des fleurs, signée Piotr, mais Piotr Tchaïkovski. À leur tour, David et Ksenia, les descendants de Russes blancs, entrent en scène. Et votre montre, vous l'avez mise? Pendant la soirée, David réussira à vendre 2 de ses montres haut de gamme à des invités.
Et si on buvait un peu de vodka? Piotr, lui, trinque avec tout le monde. Mais il a une petite astuce pour ne pas tomber raide. Un serveur rien que pour lui et une bouteille personnelle remplie d'eau. Il faut qu'on trinque à la vodka, mes amis. Les invités n'y voient que du feu. Piotr, À nous! À vous! et aux enfants. Qu'est-ce que vous êtes bien habillées, les filles! Et qu'est-ce qu'elles sont jolies, vos boucles d'oreilles! Malgré la Covid, 120 personnes ont répondu présent sur les 150 conviés. C'est grâce aux invités qui sont là ce soir que mon business existe. Sans eux, je ne serais rien. Un grand merci. Je t'adore, tu sais. C'est beau ce que j'ai fait? C'est super. Les festivités continuent avec des chants cosaques. Ces guerriers qui épaulaient traditionnellement les troupes tsaristes. Mais cette fois, les danses endiablées ne dureront pas jusqu'au petit matin. Pour respecter les contraintes sanitaires, les princes et princesses d'un soir ont dû rentrer juste avant minuit. Comme Cendrillon. Une fois gelé, la Neva, le fleuve qui traverse Saint-Pétersbourg, devient un des lieux de promenade favoris des habitants. La sirène, c'est pour prévenir les gens qui sont sur le chemin de notre brise-glace. Regardez, ils sont partout. On les avertit pour qu'ils partent. Et surtout pour qu'ils ne tombent pas à l'eau. À 56 ans, Andrei est le capitaine de ce navire un peu spécial. Le seul autorisé à naviguer ici en plein hiver. Tout est normal, fais ta marche arrière. Briser la glace permet de faire baisser le niveau de l'eau et éviter les inondations. Il faut le faire tous les jours. Dans ce décor de contes d'hiver, Saint-Pétersbourg prend des allures de Venise du Nord. C'est une des villes les plus belles du monde. Peut-être même la plus belle. Tous les touristes qui viennent chez nous l'apprécient et profitent de sa beauté. Mais nous aussi, les habitants, on l'aime. Et on en est fiers. Avec son gigantesque port, ses académies militaires, ses 5,5 millions d'habitants, Saint-Pétersbourg est la deuxième ville de Russie. Il y a 300 ans, le tsar Pierre le Grand fait venir de toute l'Europe les meilleurs architectes pour la construire. Depuis toujours, capitale culturelle de la Russie, elle compte plus de 600 palais raffinés, dont le célèbre Ermitage. Mais Peter, comme l'appellent ses habitants, n'est pas seulement un musée à ciel ouvert. C'est aussi la ville la plus progressiste et la plus branchée de Russie. Une ville rebelle qui n'a pourtant pas tourné le dos à son passé impérial. L'une des institutions de la ville, c'est l'école Vaganova. Une académie de ballet parmi les plus prestigieuses au monde. À sa tête, Nikolai Tsiskaridze, ancien du Bolchoï, une star parmi les étoiles. Là, c'est beaucoup mieux. Vous ressemblez enfin à quelque chose. Sous ses ordres, près de 400 élèves, âgés de 10 à 18 ans. Les étrangers payent environ 12 000 € par an, mais pour les Russes, la scolarité est gratuite. Mon petit Ivan, tu termines ta grande pirouette? Le mouvement suivant, il doit partir d'où? Réfléchis, réfléchis. Pourquoi t'es allé là-bas? Je suis juste allé chercher de l'eau. Quoi? Bah, tu veux pas non plus que je t'appelle une infirmière? Ou une fille de joie? C'est pas trop dur quand le prof vous crie dessus comme ça? Si le professeur te reprend et te fait des réflexions, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'il voit ton potentiel.
et qu'il place ses espoirs en toi, qu'il attend plus de toi. Moi, je suis arrivé ici en 2011 de Sotchi. Là-bas, je faisais de la danse de salon et on m'a dit que j'étais doué. Alors j'ai tout sacrifié, laissé toute ma vie derrière moi pour venir ici. Si Nikolai est exigeant, c'est qu'il a atteint les sommets d'une carrière internationale. Il a dansé à New York, à Londres ou encore à Paris. Comme ici, en 2003, à l'Opéra Garnier. À l'origine, l'école Vaganova était propriété personnelle de l'empereur. 300 ans plus tard, Nikolai est le garant de cette tradition et de la mémoire des ballets russes. Dans la collection de l'Académie, des pièces uniques, comme ce costume porté en 1911 par le célèbre danseur Václav Nijinsky. Un des anciens directeurs de l'école a dit un jour « Je vis dans le palais de la Belle au bois dormant, au bord d'un lac des Cygnes. Je me sens comme ça ici, il n'y a pas de temporalité. » Un univers intemporel, où aujourd'hui comme hier, tous rêvent de fouler les scènes des plus grands théâtres du monde. Saint-Pétersbourg, c'est la Russie impériale, mais aussi celle du XXIe siècle. La ville de la jeunesse, où plus d'un habitant sur 5 a moins de 30 ans. Ce soir-là, Elena et ses amis sont de sortie. Nous, on va aller là-bas, au Room 13. La ville compte des milliers de bars. Le Room 13, lui, a ouvert il y a un an dans cet hôtel particulier du XVIIIe siècle. Dans l'ancienne salle de bal, résonnent désormais des notes de musique moins classiques que celles qui accompagnent les arabesques et les tutus. Pour la jeunesse russe, Saint-Pétersbourg est la ville de la fête. Allez les filles, on trinque. Qui dépoussière les clichés russes. La vodka, c'est la boisson de nos parents. Nous, on préfère les petits cocktails. La vodka, c'est un fantôme du passé. Saint-Pétersbourg est une ville progressiste. Et ce n'est pas une fenêtre vers l'Europe, comme on a coutume de le dire. C'est l'Europe. Les gens qui ont bâti cette ville ont aussi bâti les autres capitales européennes. On est pareil. C'est pour ça qu'on n'est pas dépaysé quand on vient chez vous. La plus européenne des villes russes est aussi la plus visitée. 8 millions de touristes l'an dernier. 25% d'étrangers en plus, chaque année. Bonjour. Vous êtes mon groupe pour la visite? Oui? Alors allons-y. Ce succès touristique, Elena en a fait son gagne-pain après 4 ans d'études pour devenir guide. Aujourd'hui, ce n'est pas au musée de l'Ermitage qu'elle emmène ce groupe de touristes russes. Venez, on va monter encore plus haut. Mais au 6e étage de cet immeuble, pour une découverte plus insolite. Visiter les toits de l'ancienne cité impériale, c'est la nouvelle mode. Chaque touriste paye 7 € au locataire de l'appartement du dernier étage, un ami d'Elena. Waouh, c'est une des plus belles vues de la ville. Oui, c'est complètement bluffant. C'est une visite vraiment atypique. J'ai appris par hasard que ça existait. Et j'étais curieuse de monter sur un toit, surtout à cette période de l'année. Le plus important, c'est là, juste devant vous, la place Trotskaya et la forteresse. C'est ici qu'un jour la Russie est devenue un empire. Malgré les moins 15 degrés, l'exploration continue. Après les toits, maintenant, les entrailles de la ville. Vous imaginez ici, il y a 15 cours à l'intérieur de l'immeuble. C'est un enfer pour les livreurs de pizza et les postiers. derrière les belles façades, des cours puits, sombres et étroites. L'entrée de service à l'époque impériale pour les domestiques. Et là, ces petites fenêtres, à votre avis, c'est quoi? Là-haut? Oui,
Ça doit être les toilettes. Non, ce ne sont pas les toilettes. Ce sont des frigos, de tout petits frigidaires pré-révolutionnaires. Des arrière-cours, devenus ces dernières années le terrain de jeu des graffeurs et des créateurs de street art. Les palais, c'est un grand classique. On ne connaît que ça depuis notre petite enfance. Alors que là, c'est une découverte. Et c'est plus proche de notre quotidien. Je peux vous prendre en photo? Oui. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui avec moi. J'attends vos photos. Je les mettrai sur mon compte Instagram pour me faire un peu de pub. Bon, passez une belle journée et j'espère à bientôt. Entre débrouilles, trouvailles insolites et grâce aussi aux réseaux sociaux, Elena, 28 ans, gagne environ 800 € par mois. Plus que beaucoup de jeunes à Saint-Pétersbourg. Bonjour ma belle. Salut, entre. Malgré des études d'économie, son amie d'enfance, Luba, enchaîne, elle, les petits boulots. Comme 250 000 Pétersbourgeois, elle vit dans un vestige de l'époque soviétique, un appartement communautaire. Seule sa chambre est privée, le reste est mis en commun, partagé par plusieurs familles. Ces voisins-là, je ne leur parle pas, parce que je ne les aime pas. Et eux, là, ce sont les petits nouveaux. Ils viennent d'arriver. Ils sont gentils. Luba paye 200 € de loyer par mois, 2 fois moins que pour un studio dans le même quartier. Ici, c'est la cuisine, et chacun a son petit coin. Celui-là, c'est le mien. 4 familles cohabitent ici. Et là, chacun a son produit vaisselle. Là, c'est la salle de bain. Cette machine à laver, c'est mon père qui l'a installée. Et tout le monde s'est cotisé pour l'acheter. Du coup, elle appartient à tout le monde. On s'en sert à tour de rôle. Pareil pour la douche. Temps d'attente le matin, jusqu'à 30 minutes. Depuis la chute de l'URSS, l'État n'est plus propriétaire de ces appartements. Ils ont été revendus, certains pièce par pièce, d'autres dans leur intégralité. Par ici, papa, là. Un Français en a profité. Chaque matin, Marc et Daniel, son fils, parcourent les canaux gelés de la ville. Je ne sais pas où est-ce qu'on peut trouver une patinoire aussi belle avec un décor fantastique comme ça, c'est incroyable. Il s'est installé à Saint-Pétersbourg, il y a 15 ans. À l'époque, il rachète pour 120 000 € un ancien appartement communautaire de 230 mètres carrés. À son arrivée dans l'immeuble, les parties communes étaient insalubres. Ah ouais, pas trop fatigué? Regardez, tous les câbles, les graffitis. Les derniers travaux dataient de l'ère Brejnev. Les communistes avaient peint toutes les dorures, ils les avaient peintes. Là, j'ai enlevé toute la peinture dessus. On voit encore la peinture qui a été enlevée. Ils ne voulaient aucun signe de richesse. À l'intérieur de son appartement, Marc a tout refait lui-même. C'est une poussière, un travail. Ça, c'est moi en train de faire la rénovation il y a exactement 14 ans, dans la salle de bain. Là, on peut voir la grande cuisine. Avant, c'était pas une cuisine, c'était un salon. En fait, la cuisine, elle se trouvait très loin, à peu près à 10 mètres d'ici. L'appartement vaut aujourd'hui 4 fois plus que son prix d'achat. Chaque pièce est unique, décorée par Marc et des amis artistes. Alors, on va voir le plus beau plafond de la ville. Divisé en plusieurs espaces qu'il met en location, son logement est sa principale source de revenus. Il lui rapporte environ 1 000 € par mois, presque le double du salaire moyen à Saint-Pétersbourg. J'avais envie d'acheter un appartement plus grand que celui que j'avais acheté à Paris, parce qu'il était tout petit. On ne pouvait même pas y bouger, on ne pouvait même pas faire une grande fête. Donc j'étais dit, ici, je peux le faire. C'était un peu une revanche sur tout ce que je ne pouvais pas faire à Paris. Une revanche, mais aussi un retour aux sources. Alors là, c'est
Ma grand-mère, que malheureusement je n'ai jamais connue, c'est mon grand-père. Les grands-parents de Marc ont fui la Russie en 1918, juste après la révolution bolchevique. Mon grand-père, pour des raisons politiques, il n'était pas du côté des communistes, et donc il s'est battu, je crois, dans l'armée blanche. Et ensuite, quand ça a mal tourné, il est parti. Comme aujourd'hui, les réfugiés, à pied, d'un monastère à un monastère, à travers la Bulgarie, la Tchécoslovaquie. Il a rejoint Paris et il a repris ses études de médecine en France. À Saint-Pétersbourg, Marc a retrouvé cette âme russe dont ses aïeux lui parlaient tant. Une âme qu'il fait revivre chez lui lors de soirées musicales très courues. Ce soir-là, il reçoit pour un concert privé les meilleurs chanteurs de la ville. Le fait qu'on soit si proche des artistes, au Mariinsky, ils chantent au Mariinsky, on est loin d'eux. Et là, ils sont juste à côté, et puis avec la pièce, je sais pas, moi, les larmes qui tombent des yeux. Un récital gratuit, juste pour le plaisir de se retrouver et festoyer. Saint-Pétersbourg offre aux Français des opportunités immobilières, mais aussi professionnelles. David Hérault a doublé son salaire depuis qu'il a quitté Brive-la-Gaillarde pour devenir chef cuisinier dans un palace de la ville. Chaque semaine, il déambule dans le quartier où vivait Dostoïevski. Pas par goût de la littérature, mais plutôt des bons produits. Oui, chef, ça va. J'ai déjà repéré les petits poivrons qu'on voulait. Venez voir. Le Kouznechny Rynok est l'un des marchés les plus anciens de la ville. Le marché, c'est un peu quand tu es gamin, que tu vas dans un magasin de jouets. T'es attentif à tout, tu vois les choses, tu te dis oh, ça c'est sympa, je vais essayer ça. C'est des cèpes séchés. Ça dégage une odeur impressionnante. C'est un truc fantastique. Ouais, c'est vraiment génial ce qu'ils ont. Je pense que même il va falloir en prendre, non? On en voudrait 100 grammes, s'il te plaît. Et avec ça, quelques citrons oranges d'Azerbaïdjan et des salaisons typiques, comme ces têtes d'ail marinées. Goûtez, tout est fait maison. Le beurre est maison et le lait fermenté aussi. C'est vraiment le goût de la campagne. Depuis l'annexion de la Crimée il y a 4 ans, en réponse aux sanctions occidentales, Moscou a interdit l'importation de produits européens. David a dû s'adapter aux denrées locales pour créer la carte de son restaurant, au cœur de l'Astoria. L'un des grands hôtels historiques, prisé par les visiteurs de Marc. Madonna, Alain Delon ou encore le prince Charles ont séjourné dans ces suites à 3 000 € la nuit. Au temps de l'Empire, seuls les chefs français dirigeaient les cuisines de la noblesse russe. David perpétue cette tradition. Chou de pépin. Hein? Make sure the mozzarella is good on the midon. Hein? Tac. Ici, il n'y a pas non plus d'école de cuisine de base ou comme en France, à l'européenne. On est là pour expliquer, pour faire comprendre aux gens, pour faire un suivi. David a fait ses classes dans le 3 étoiles de Pierre Gagnère à Paris. Ses galons de chef, il les gagne à Moscou dans le restaurant d'Hélène Darroze, avant de prendre les commandes de ses cuisines il y a 3 ans. Aujourd'hui, il gagne 5 000 € par mois, 8 fois plus que son sous-chef. Le concept du restaurant, c'est en fait, on va dire, à 80% de la cuisine russe et 20% de la French touch. Le chef français a par exemple modernisé la présentation de cette salade russe traditionnelle. La touch un peu française, ce que je pense, c'est qu'on met un petit peu en avant un petit peu la betterave. Donc c'est pour ça qu'il y a le carpaccio, la purée de betterave. J'aime bien cette purée de betterave parce qu'elle est un peu vinaigrée. Et on met une petite touche comme ça pour donner un petit peu
un petit peu de fantaisie, quoi. Sauce bourguignon, bourguignon red wine, là, inside. Simple тоже. Table 35, да? Мы познакомились с тобой позапрошлой весной. Уже на следующий день ты привела меня домой. David n'envisage pas de quitter Saint-Pétersbourg. Il a épousé une jeune femme russe, Vera. Ensemble, ils ont un fils de 4 ans, Simeon. Mais si David s'est acclimaté, il n'est pas encore prêt à pratiquer l'une des activités les plus extrêmes de Saint-Pétersbourg. Il est 6 heures du matin et ces téméraires s'apprêtent à s'immerger dans l'eau glaciale. Une tradition russe ancestrale, la Neva est à 2 degrés. On vous souhaite de la joie, du bonheur, de l'amour, de la liberté. En plongeant, tu renforces ton système immunitaire. Cette pratique, c'est une façon de se détendre, de se sentir bien, même dans une eau très froide. Ça permet à tout ton corps de s'unir à la nature. Ici, on les appelle les morses. Sur le mur, on a même peint cet animal bleu. C'est devenu notre symbole. Le sang russe coule même quand il gèle. Ils sont aujourd'hui plus de 500 adeptes de la baignade givrée à Saint-Pétersbourg. Ville où, derrière la froideur des glaces, se révèle toute la chaleur de l'esprit slave. Et bonjour aux Français!